La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse. Et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle. Aujourd'hui, musique et spectacle. France Culture, la Grande Table Critique, Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, Le Roi Lear, Tartuffe, Chérubin et des jeunes d'aujourd'hui. Après le journal à 12h55, nous parlerons de théâtre avec le Tartuffe d'Ivo Vanov à la Comédie Française et Incandescence, le dernier spectacle d'Ahmed Madani. Mais pour l'heure, je suis avec Anna Sigalevitch, auteure et journaliste, et avec Emmanuel Dupuis, rédacteur en chef du magazine Diapason. Il est donc question de musique classique. Tout à l'heure, King Lear, le dernier disque de Philip Glass, paru aujourd'hui même, mais tout de suite, direction le Palais Garnier, pour une nouvelle production des Noces de Figaro, que vous n'avez malheureusement pas pu voir, Anna. 2 représentations annulées à cause du Covid, en fait, les 2. Bon, on espère qu'elles vont reprendre. Une diffusion télévisée est également prévue. C'est Netia Jones, en tout cas, qui est à la mise en scène, et Gustavo Dudamel à la direction musicale. Alors sur la scène, c'est littéralement l'envers du décor. Il y a de grands pans sur lesquels un métrage s'inscrit, des fauteuils sous plastique. Plus tard, les chambres seront des loges. On verra des danseuses qui s'échauffent, les vestiaires du chœur ou encore de grands portants de costumes. Netia Jones, pour sa première à l'Opéra de Paris, joue le jeu du théâtre dans le théâtre, ce qui a priori correspond à des éléments très présents dans le livret des Noces de Figaro, où on se travestit, où on se cache, où on fait semblant. J'en rappelle l'intrigue inspirée de la célèbre pièce de Beaumarchais, c'est Jour de noces chez le comte Almavilla. Son valet Figaro va épouser Susanna, la jolie femme de chambre de madame. Seulement le comte a jeté son dévolu sur elle et entend user de tous ses pouvoirs pour intriguer et faire annuler le mariage. C'est sans compter l'habileté des valets qui, avec l'aide de la comtesse, feront triompher l'amour vrai. C'est compliqué déjà, en fait, le livret de Da Ponte, inspiré de Beaumarchais. Parlons de la mise en scène. Emmanuel Dupuis, vous qui avez eu la chance, comme moi, de voir le spectacle, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de mise en abîme ? Bon, il y a une certaine logique. Dès le départ, on se trouve, vous avez dit le théâtre dans le théâtre, oui, enfin, c'est plutôt l'opéra dans l'opéra, parce qu'en réalité, on est dans les loges, pendant les 2 premiers actes, on est dans les loges du Palais Garnier, où on découvre que Suzanne est costumière, que Figaro est perruquier ou accessoiriste, que le comte et la comtesse sont les stars de l'opéra, que Marceline est probablement la DRH du théâtre. Donc il y a une certaine logique dans les rapports entre ces personnages. De ce point de vue, ça fonctionne assez bien, mais malgré tout, moi je trouvais ces 2 premiers actes assez monotones, parce qu'il y a un problème de direction d'acteur, tout simplement. C'est quand même assez statique, c'est pas très fouillé dans la peinture des caractères. Le 3e acte m'a semblé beaucoup plus réussi, parce qu'il y a d'abord beaucoup plus de rupture visuelle. On passe d'un magasin de costumes avec des escaliers étourdissants. Oui, très, très impressionnant. Oui, Enfin, il y a très vraiment quelque chose de impressionnant. grandiose quand on rentre après l'entracte. Il y a des grands portants de costumes de toutes les couleurs, tout Exactement. le long de la scène de l'opéra. Mais il faut dire que globalement, visuellement, c'est une production assez élégante, quoi. Je veux dire, c'est assez réussi de ce point de vue-là. Donc d'abord le magasin de costumes, ensuite on est dans le vestiaire des choristes, et puis on se retrouve dans un studio de danse, et là il y a un tableau qui m'a semblé vraiment le plus réussi de la soirée, puisque au premier plan il y a un groupe de petits rats qui apporte enfin une animation qui est en phase avec la comédie et la musique. C'est ce qui manquait auparavant.
En revanche, le quatrième acte, c'est la déconvenue totale, parce que là, on se retrouve sur le lieu de la représentation, là où doit avoir lieu la représentation qui s'est préparée au cours des actes précédents. Donc c'est un plateau tout noir. Et moi, ça m'a fait l'impression d'un four qui consume la poésie, le vaudeville, ce qui fait la magie de ce quatrième acte, qui est un sommet de comédie nocturne, Qui se passe dans un jardin. Hein, qui se passe dans un ouais. jardin. Et là, il y a quelque chose de totalement desséché qui ne fonctionne pas du tout. Oui, c'est étonnant ce que vous disiez, Emmanuel, sur le jeu des chanteurs, parce que moi, ça m'a paru très contradictoire. Il y a vraiment un problème de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une prise de parti qui est très contemporaine, donc en effet, cette histoire de théâtre dans le théâtre, donc avec nécessairement une forme d'ironie ou de critique par rapport au texte. Et les acteurs, eux, jouent totalement comme dans un opéra hyper classique. C'est-à-dire que, Exactement. par exemple, ils sont en costume comme nous, pour la plupart du temps. Parfois, ils sont habillés, mais la plupart du temps comme nous. Et on les imagine tout à fait en robe à panier, puisque leur gestuelle, leur manière de dire à la fois les récitatifs et les airs en face sale de manière hyper classique, contredit totalement la modernité de la mise en scène. Et ça, j'avoue, je me suis dit, bon, c'est forcément un parti pris. Elle a dû y penser, Nettia Jones. C'est étonnant, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un parti pris ou si c'est une limite, mais effectivement, il y a quelque chose de très convenu dans les mouvements, dans la direction d'acteur, tout simplement. Bon, après, il y a d'autres partis pris dans les mises en scène. Oui, on va en parler parce qu'il y a quand même des choses qui se surajoutent, hein, par Exactement, ailleurs, qui, ouais. moi, m'ont paru moins convaincantes, justement. Peut-être on peut citer notamment cette projection, parce qu'elle est vidéaste, hein, Nettia Jones, au départ. Il y a finalement assez peu de vidéos, mais il y a des projections, et notamment des projections de théâtre d'ombre, c'est-à-dire que parfois les comédiens sont en scène et jouent, et derrière eux se passe quelque chose d'autre, avec leur silhouette qui se détache, ou noir sur blanc, ou blanc sur noir. Alors ça, j'ai vraiment pas compris. Emmanuel Dupuis, vous comprenez Oui, la même chose ça m'a pas gêné. Notamment, je trouve que justement dans le tableau dont je parlais tout à l'heure, où il y a ce corps de ballet sur scène, il y a justement des jeux d'ombre que je trouvais assez élégants. Après, bon, quelle est la signification de tout ça? C'est vrai que bon, c'est peut-être un peu gratuit, effectivement, mais ça, bon, on peut pas dire que ce soit ça qui m'est le plus gêné. C'est plus ce qui m'a davantage dérangé, c'est l'insistance du discours féministe. Tout simplement parce que Les Noces de Figaro, c'est de toute façon un opéra féministe. C'est un opéra qui consacre la victoire des femmes sur le comte qui est un abuseur. Donc fallait-il en rajouter autant et de façon pas toujours très fine, notamment la première apparition du chœur au premier acte. Bon, on comprend que c'est une sorte de manifestation syndicale, et à ce moment-là sont projetés sur le décor des tracts contre le harcèlement sexuel. Bon, c'est un peu lourdingue quand même. Donc, et par la suite, bon, elle insiste souvent sur cette dimension. Il y a uniquement la dernière image, que moi j'ai trouvée assez subtile, puisque à la toute fin de l'opéra, le fond de scène s'ouvre et on voit apparaître le foyer de la danse. Le foyer de la danse au Palais Garnier se trouve derrière la scène. Et on sait très bien que le foyer de la danse, au XIXe siècle, c'était un lieu de turpitude. C'était le lieu où les grands bourgeois venaient s'approvisionner en chair fraîche, puisque les danseuses, à l'époque, ça c'est très documenté, c'était des pauvres filles, souvent, qui avaient besoin de souteneurs. Et donc, voilà, et ce rappel-là est assez subtil, assez bien vu, mais sinon, quand même... Bon, bien sûr que l'aspect féministe est présent dans le... Oui, pour le coup, là, c'est une manière pas gratuite de réactualiser, de revivifier quelque chose qui est dans le livre. Et la guerre des sexes, c'est dans le mariage de Figaro. Oui, c'est dans le mariage de Figaro, mais c'est loin d'être le seul thème qui est présent dans la pièce. Donc, et les autres thèmes ne sont pas vraiment abordés, notamment les thèmes sociaux, politiques. Alors, ça, pas du tout, c'est vrai. Dans la fosse, l'orchestre est dirigé par le nouveau et fringant directeur musical de l'Opéra de Paris, Gustavo Dudamel. On écoute un des airs, celui de Chérubin, interprété par Léa Desandré, dont c'était la première prise de rôle à Garnier. Non so più cosa so, cosa faccio, or di fuoco corazon, o di ghiaccio, ogni donna cangiare di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar,
Alors Léa Desandré est entourée de Maria Bengtsson dans le rôle de la comtesse, Peter Mattei dans celui du comte, c'est Luca Pisaroni qui joue Figaro et Anna El Kachem qui joue Susanna. Emmanuel Dupuis, je vous ai lu dans Diapason, je sais que vous êtes sévère avec ce plateau vocal. Oui, je suis assez sévère parce que pour moi il n'y a qu'un seul chanteur qui est vraiment au niveau de ce que doit offrir l'Opéra de Paris, c'est Peter Mattei qui est absolument Toujours, il faut le dire. fabuleux. C'est un conte de rêve. Il est immense. Ah ouais. C'est un conte déjà légendaire. Et bon, Luca Pisaroni qui est arrivé un peu à la rescousse pour chanter Figaro aussi a quand même de très grandes qualités. Mais c'est le plateau féminin qui m'a beaucoup déçu. Et notamment, je crois, la Suzanne d'Anna El Kachem. Oui, la Suzanne d'Anna El Kachem, parce que Suzanne, c'est un rôle central qui demande du médium, qui demande du volume. Et là, on n'avait pas ça. On avait une voix très, très légère, très... Mais qui s'épanouit quand même, je vous trouve sévère. Au début, c'est vrai qu'on l'entendait, c'était difficile de passer par-dessus la fosse, mais je trouvais que ça s'épanouissait vraiment. On est dans une salle quand même qui garde le souvenir de Mireille Lafreni, de Lucia Pop, et Ange Cherubin, de Teresa Berganza, de Frédérica Van Stadt, sans aller si loin, de Sophie Koch. Et là, on est vraiment un cran en dessous quand même. Est-ce que c'est pas une évolution des voix féminines aussi vers peut-être des choses qu'on aime plus aujourd'hui? Enfin, moi, je sais que j'aime ces voix-là, des voix plus légères. Je trouve que justement, Gustavo Dudamel les suit et réussit à les magnifier. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça beau. Moi, je trouve que Gustavo Dudamel, justement, est souvent obligé de retenir ses chevaux. C'est pas un choix, vous pensez pas que c'est un choix musical, vraiment? Je ne suis pas sûr. Et puis en plus, Garnier, c'est quand même une grande salle. C'est dans un petit théâtre de 1000 places, comme l'Opéra Comique, peut-être que ça passerait. Mais à Garnier, ça passe pas. Et c'est le cas aussi de Léa Desandre. C'est musical, c'est joli, certes, mais c'est une voix qui manque de chair, qui manque de projection. C'est assez décevant de ce point de vue-là. Et bon, il y a aussi la comtesse aussi est assez c'est... Mais par exemple, dans les scènes d'ensemble qui sont très importantes, notamment dans l'acte 2, pour le coup, il n'y a pas de déséquilibre. Moi, je trouve qu'entre Peter Mattei, je ne sais plus son nom, Luca Pisaroni et le plateau féminin, ça fonctionne parfaitement. Oui, non, mais dans les ensembles, là, Dudamel retrouve une animation, parce que quand il doit accompagner une seule voix, notamment Suzanne ou la comtesse, on sent qu'il est très prudent. Mais dans les ensembles, il y a une animation dans l'ouverture aussi, comme on l'a entendu tout à l'heure. En revanche, chez Dudamel, il manque une chose, c'est encore ce fichu quatrième acte qui normalement voilà, comme je l'ai dit, est un sommet de poésie nocturne. Et là, la poésie, on l'a pas. Il y a quelque chose de presque trop mécanique dans sa direction à ce moment-là. Les Noces de Figaro, Gustavo Dudamel, Nettia Jones à la mise en scène. C'est à l'Opéra de Paris jusqu'au 18 février prochain. On espère que ça va jouer. À noter une retransmission prévue dans plusieurs cinémas en France, mais aussi sur France.tv. Ce sera le 3 février prochain. Anna, on vous a donné envie d'y aller quand même? Oui, je vais y aller quand même, bien sûr. Hier à peine l'opéra, s'il vous plaît. Hier à peine l'opéra, s'il vous plaît. Une fièvre légère, une légère gêne. L'opéra, s'il vous plaît. Cette chanson de Bertrand Belin est citée en exergue d'un livre dont vous souhaitiez parler ici, chère Anna, et qui s'appelle L'Opéra, s'il vous plaît, de Jean-Philippe Thiellet. Oui, L'Opéra, s'il vous plaît, plaidoyer pour l'art lyrique, qui est paru donc aux éditions Belles Lettres. Alors c'est un livre que je trouve très intéressant parce que c'est à la fois une parole d'expert, parce que Jean-Philippe Thiellet est un haut fonctionnaire qui vient du Conseil d'État, donc il a tout à fait conscience des enjeux économiques et politiques de l'opéra. Il a été directeur adjoint de l'Opéra de Paris, il est aujourd'hui président du Centre national de la musique. Donc, il sait de façon technique tout à fait ce dont il parle. Oui, mais c'est le contraire d'un livre de technocrate. Et c'est ce qui me plaît, c'est que c'est une parole... c'est très documenté, bien sûr, c'est très informé, mais c'est avant tout une parole qui est incarnée. Et on sent que ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est
avant tout son amour profond et intime pour l'opéra. Et donc, je trouve que c'est original l'équilibre entre les deux. Donc, le livre est structuré en fait en 5 chapitres, hein, comme un grand opéra. Et dans le prologue, il parle de lui. Il raconte que quand il n'avait pas encore 8 ans, son père, à Marseille, l'a emmené à l'opéra. Il vient, lui, d'une famille de classe moyenne. Et puis, c'est devenu un rituel familial, les abonnements, les programmes, se préparer à aller assister au spectacle. Alors, bien sûr, il a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont initié. C'est certes pas donné à tout le monde, mais ce qu'il explique, c'est que comme c'est important pour un enfant d'avoir l'accès à l'opéra, et il le dit beaucoup plus tard dans le livre, mais pourquoi les collégiens vont au théâtre et ne vont pas à l'opéra une fois. Et alors, si on parle d'ailleurs de budget, l'opéra, ce n'est pas vrai que c'est plus cher que d'aller à un stade de foot ou à un concert de pop ou dans un parc d'attractions. C'est pas vrai. Donc, il y a plus évidemment que c'est intimidant, et c'est sur ça sur quoi il faut travailler, parce que alors après, bon, le livre est très inquiétant. C'est-à-dire que voilà, il dit que l'art lyrique et les opéras sont en danger de mort, que s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il y a une vraie menace qui plane, et qui a été en plus accélérée par la Covid, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est plutôt très inquiétant. Il parle de plein de choses. Il dit que voilà, les rapports entre, qu'il faut qu'il y ait un engagement politique, parce que on peut pas, la baisse des subventions ne peut pas être compensée à long terme par le mécénat, parce que il a ses limites aussi. Que oui, l'opéra coûte plus qu'il rapporte. Oui, c'est très compliqué. Mais bon, l'opéra est en crise depuis le XVIIIe siècle, tant d'un point de vue politique qu'esthétique. Donc, il y a quand même une possibilité, il faut y croire. Et donc, il réfléchit comme ça à de nombreuses pistes. Et il parle aussi de l'histoire de la mise en scène, qui est intéressante. Comment on fait entre ne pas faire des mises en scène de grand-papa et en même temps respecter aussi, accueillir, et qu'un public ne se sente pas exclu. La liberté du metteur en scène, ça, il l'évoque. Il parle de plein de choses, de la diversité, de la cancel culture. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. Lui, il se bat contre un certain intellectualisme. Il assène les snobs, qui considèrent comme sine nobilité. Il dit ça aussi. Bon, bref, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais je trouve qu'il y a une foi, il y a de l'espoir aussi, parce que voilà, il y a une réflexion qui est certes douloureuse, mais qui peut aussi être positive et politique pour que l'opéra revienne au centre de la culture populaire. Emmanuel Dupuis, un petit mot, je crois que vous l'avez lu aussi. Oui, c'est un livre, c'est le livre d'un passionné écrit à la première personne, qui dresse effectivement un constat assez cruel, ou plutôt lucide, parce qu'effectivement l'opéra est en souffrance, et pour cette raison l'opéra doit être réformé. Jean-Philippe Kiellet a totalement raison là-dessus. L'intérêt de son livre surtout, c'est qu'il ne se limite pas à un constat, mais qu'il propose des solutions, que ce soit sur le plan de la démocratisation de l'art lyrique, que ce soit aussi sous des formes de mutualisation entre les théâtres, et surtout pour moi la piste la plus intéressante, c'est celle de la création, parce que moi je pense qu'on ne peut pas avoir un art lyrique qui ressasse toujours les mêmes ouvrages depuis un siècle. On voit bien que dans le théâtre parlé aujourd'hui, ce qui fait le dynamisme, c'est l'écriture de nouvelles pièces, et je ne vois absolument pas pourquoi il n'en serait pas de même dans l'opéra. Donc c'est une des pistes évoquées qui est absolument essentielle. L'opéra, s'il vous plaît, Jean-Philippe Thiellet, le livre apparu aux éditions des Belles Lettres. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Et on continue avec un disque qui sort ce jour, King Lear, signé du compositeur Philip Glass avec le quatuor Tana. L'américain Philip Glass, connu notamment pour son travail avec le metteur en scène Bob Wilson, revient à la forme du quatuor à cordes pour une œuvre adaptée d'une composition précédente destinée à Broadway, King Lear, le roi Lear. On écoute le premier mouvement de ce quatuor numéro 9.
Philippe Glass et le quatuor Tana, ça continue, mais bon, on n'a pas le temps. Ce premier mouvement du quatuor à cordes numéro 9, intitulé King Lear, nouveauté donc, qui sonne en effet très Broadway, très pop. Anna Sigalevitch. Oui, alors nouveauté, bon, je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'ils annoncent comme un CD événement, une première mondiale, etc. Bon, moi j'ai quand même écouté le disque de la production de Broadway. C'est le... Oui, parce que c'est un quatuor à cordes aussi. C'est un quatuor à cordes avec une voix. Avec une voix, il y a 3 morceaux avec une voix. Et alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est la même musique, j'ai tout étudié. Et en fait, au début, donc il y a les trois premiers morceaux, puis ensuite il fait une sorte de collage d'adaptation. Au début, c'est chronologique, puis après plus du tout, ça explose complètement. Et je trouve que c'est assez intéressant l'agencement qu'il fait justement, parce que dans le disque de Broadway, il y a une 30aine de pistes. Là, donc c'est un quatuor à cordes qui est découpé en 5 mouvements avec plein de petits collages à l'intérieur. Mais bon, c'est la même musique, quoi. Il n'y a pas de nouveauté, à part quelques adaptations. Les tempi sont pas les mêmes, etc. Bon, voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant à la fois déjà, c'est la différence de l'interprétation avec le quatuor de Broadway. C'est très différent. Il y a quelque chose de beaucoup plus vif, beaucoup plus engagé, de beaucoup plus présent et de beaucoup plus tenu, je trouve, dans l'enregistrement du quatuor Tana. Moi, j'ai beaucoup aimé ce quatuor, je dois dire, ce quatuor numéro 9, parce que je trouve qu'il y a une richesse de climat complètement multiple. En fait, ça a l'air simple, c'est comme souvent, ça a l'air très simple, et puis c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. Complètement, et puis on est tout le temps surpris, c'est quand même très très beau, quoi. Emmanuel Dupuis. Oui, j'ai été un petit peu moins convaincu. La notice du CD nous dit que la musique dépeint la turbulence, la violence et le désespoir de la tragédie de Shakespeare. Moi, ce sont des sentiments que je n'ai pas vraiment entendus. J'ai entendu, certes, une œuvre de belle facture, comme toujours avec Philippe Glass. J'entends davantage une forme de mélancolie qu'une forme de violence. Surtout, j'ai eu un peu de mal à appréhender l'unité organique de ces 5 mouvements qui s'enchaînent de façon un peu artificielle, comme un collage un peu. Oui, c'est un peu un collage, comme s'il n'y avait pas d'architecture d'ensemble. Et finalement, j'étais davantage convaincu par le quatuor numéro 8 qui date de 2018, qui précède... Voilà, qui précède effectivement le 9e. Et qui a une coupe plus classique en 3 mouvements. Et là, on perçoit clairement une structure simple, efficace. En revanche, j'ai été effectivement très séduit par l'interprétation du quatuor Tana, parce que c'est une musique quand même qui ne pardonne rien, qui demande une précision dans la justesse, dans la mise en place, dans le rythme. Et ça, ce sont des qualités que les 4 musiciens possèdent au plus haut point, avec en plus de très très belles sonorités. Et c'est ce qui concourt à rendre finalement cet album séduisant à défaut d'être bouleversant. Oui, c'est vrai. Anna Sigalevitch. Oui, alors moi j'ai aussi beaucoup aimé le quatuor numéro 8 qui est beaucoup plus classique. En effet, je trouve que le 2e mouvement est d'une grande beauté. Alors oui, je suis d'accord avec vous, Emmanuel, c'est pas shakespearien au sens turbulence, etc. Mais la tragédie du roi Lear, c'est aussi beaucoup de désolation, c'est quand même une tragédie familiale, il y a quelque chose de brumeux, il y a cette tempête. Moi, je trouve qu'on la sent, cette atmosphère-là, et je trouve qu'il y a beaucoup de théâtre, en fait, dans ce quatuor. Donc oui, c'est peut-être pas la fureur, mais l'action dramatique, on la sent. King Lear, le disque de Philippe Glass et du quatuor Tana, apparu chez Sound, et le quatuor est en tournée avec ce répertoire-là. Il reste quelques dates ce soir et demain à l'Opéra de Lyon et le 13 février à la Scala à Paris. Merci beaucoup Anna Sigalevitch, merci Emmanuel Dupuis. Dans un instant, le journal.